Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo tant attendue par tout le monde, montrer la levée, satisfaire un peu mes détracteurs aussi. Il s'avère que pour une fois je suis obligé de reconnaître que certains avaient raison. Loupé sur le tournesol, loupé complet, là c'est vraiment la semence c'est entièrement fait de bouffer. Donc là derrière moi on a le maïs, maïs population. Donc là sur les variétés population j'avais semé vraiment plus fort parce qu'au triage on n'a pas réussi à retirer une partie des grains cassés et certains déchets, même si bon ça a été globalement propre quoi. Mais donc j'ai semé à 124 000, donc encore plus fort qu'avant, et je pense même que au vu de la levée qui est assez hétérogène, parce qu'il y a des endroits qu'on a eu un léger dégât de limaces, mais pas l'impression dans cette parcelle là. Il suffit que 2 fois d'affilée vous ayez un grain cassé et derrière vous avez un trou de 50 cm quoi, ou d'une trentaine de centimètres. Sinon je les ai semés à 124 000, ça fait 21,5 normalement. Donc on peut voir que ça se porte pas trop mal. Je sais pas si le rattrapage de désherbage a été fait là-dessus. Mais en gros c'était, souvenez-vous, précédent lin, avant précédent triticale, ensuite on a semé un lin. Mais est-ce que le lin a loupé du fait qu'il y a eu des désherbages racinaires et antigerminatifs en rattrapage, et donc du fait que les produits n'ont pas été éliminés? Ça c'est une question qu'on se pose avec mon père dernièrement, de supprimer les racinaires, les désherbages racinaires et antigerminatifs pour pas avoir de culture qui ne lève pas, parce que ça c'est ce qui est passé. J'avais du lin dans tout le tour du champ et en plein milieu j'avais rien ou pas grand chose quoi, ou quelques pieds, mais bon il n'y a même pas de quoi mettre la machine dans le champ. Itinéraire classique quoi, glypho et semis quoi. Assez content là-dessus. Pas d'attaque de limaces du tout, voire ou très peu, mais voilà. Étonnamment, ça fait partie des champs les derniers semés, et ça fait partie des champs les mieux réussis, et qu'on levait même plus vite que le champ d'à côté, où c'est en variété hybride achetée, celle-là. Et c'est une Syngenta, je sais pas la variété exacte, mais en gros c'est Syngenta qui la vend, pour pas les nommer. Et donc on voit qu'à côté on a des gros dégâts de limaces. Mon père a à dire que en précédent lin, il n'y a pas de limaces, mais bon, le lin, il y en avait que dans les tours et pas dans le champ, et dans le milieu du champ, je vois pas. Après j'ai pas été tout à l'autre bout, mais en tout cas là on a une vue des 3/4 de la parcelle et il n'y a pas l'air d'avoir des attaques de limaces. On voit tous les rangs, on voit que sur les rangs il y a des trous, mais c'est parce qu'il y avait légèrement du grain cassé dans la semence. Mais sinon quoi, il y aura pas des ronds où il y aura rien. C'est assez les enlevés en fait, c'est assez bizarre ce que je vais dire, mais c'est homogène dans les endroits où ça a pas levé quoi. C'est régulier quoi. Le semis est très régulier. C'était donc pour vous montrer, justement, faire écho à la vidéo précédente où j'avais critiqué le labour, où beaucoup s'étaient insurgés. Pour vous montrer ce que ça donne, à voir le sang de soja, ce que ça donne, et à voir là, en bas de la partie là, du maïs acheté, ce que ça donne. Et ensuite pour vous montrer ce que ça donne, même s'il n'y aura rien à montrer justement parce que c'est loupé, le loupé en tournesol, mais bon, vous prouver qu'il n'y a rien et que ça a complètement foiré. Pour ceux qui espéraient que ça foire. Donc à montrer là, variété achetée. Donc on le voit, là où il y a moins de couvert, le maïs c'est mieux cette année, surtout ça qui s'est passé. Surtout quand je cherche dans le couvert, je vois pas les grains. Alors c'est ça qui s'est passé cette année, c'est que sur les variétés achetées, après j'ai pas constaté sur les variétés population, mais sur les variétés achetées qui s'est passé cette année, c'est qu'à chaque fois que j'ai du couvert, surtout des graminées, donc là on le voit du régras, à tous les endroits où il y a du couvert, en fait j'ai aplati le couvert quoi, et en gros j'ai mis toutes les limaces en dessous. Et donc on a des grosses attaques de limaces partout où il y a du couvert, et on le voit là où il y a pas ou peu de couvert ou pas de graminées à des zones, parce que ça c'est une parcelle que j'ai un peu laissé mourir parce que j'ai pas pu y mettre les pieds avec l'automne catastrophique qu'on a pris, et même l'hiver maintenant, et une autre partie du printemps. Donc j'ai pas pu y aller avant juin, donc aujourd'hui on est le 26 juin, et donc voilà ce que ça donne quand on a du maïs comme ça. Là où il y a du maïs, là on le voit, on a des zones, les zones où il y a beaucoup de régras, il y a moins de maïs, donc ce sera pas une parcelle où on va faire des rendements exceptionnels. Je pense qu'on va laisser pousser et puis on verra à la récolte ce qu'il y a à récolter. On récoltera ça en maïs grain, et puis parce que la moissonneuse sur la ferme coûte pas cher. Mais ça fait partie des parcelles où il n'y a pas gros potentiel. Ça fait partie aussi des parcelles où quand on nous a supprimé l'ICHN en Nouvelle-Aquitaine, où c'était en prairie permanente toute l'année et où on les a passés en culture. Donc voilà, le temps que ça s'adapte au semi-direct, le temps que ça s'adapte à faire de la culture, et surtout vu l'année 2020, enfin vu la fin d'année 2023 et l'année 2024 qu'on est en train de se taper, c'est assez compliqué à mettre en culture quoi. Mais et là surtout en maïs. Et donc là c'est variété achetée, c'est pas variété population, enfin variété maïs hybride. La variété que je parlais tout de suite, là on vient juste de passer dans le champ d'à côté. Donc voilà quoi, il y a des endroits où il y a tous les pieds et les endroits où il y a beaucoup de couverts. Est-ce qu'il y a du fait aussi que les désherbages aussi avant semis, enfin le glyphosate au niveau du semis a été très compliqué à faire au vu des conditions météo, parce que c'est pareil, est-ce qu'on commence déjà à avoir des résistances? Est-ce que le glypho qu'on nous vend, nous c'est du 360 grammes par litre?
Il y en a qui me posait la question, qui m'avait dit dans la vidéo du glyphosate, t'as pas dit quel grammage par litre il fait ton glyphosate? Ben nous c'est du 360, il me semble, de ce que m'a dit mon père. Depuis les années qu'il utilise du glyphosate, il me semble généralement il a toujours utilisé du 360. Et il disait des fois avec un demi-litre j'arrivais à griller un raisin. Aujourd'hui vous n'arrivez plus à griller un raisin avec du 360. Avec un demi-litre, c'est mort. Donc est-ce qu'on nous vend pas aussi de la soupe et que le glypho qu'on nous vend il fait plus aucun effet et qu'on est obligé d'augmenter les doses pour encore une fois, société de consommation, acheter un maximum de produits. Donc pour ceux qui disent oui, sans glypho tu vas rien faire, ben non en fait justement, je vais être obligé de m'en passer parce que sinon je vais avoir des résistances à terme et le glypho n'aura plus aucun effet. Donc le glypho ne sera plus un outil et une fin en soi. Et derrière l'outil va péricliter parce que si j'ai des résistances, ben, le glypho va plus rien faire. Donc le glypho va devenir inutile. Donc je pense que l'année prochaine je vais me fabriquer un bon rouleau Faca, à mon avis maison, à moins qu'il y ait une marque qui regarde la vidéo et qui voudrait m'en mettre un à l'essai gratuitement, mais ça j'en doute parce que au vu du discours que je tiens vis-à-vis du matériel agricole, ça, je m'étonnerais que j'ai des marques qui me contactent pour me prêter du matériel, mais bon sait-on jamais. Sinon je pense que je vais le fabriquer parce que ça reste ni plus ni moins qu'un tube avec un axe dans le milieu et des cornières soudées dessus ou des bouts de fer plat, et ça me permettra aussi de mettre un porte-masse pour rajouter des masses si le rouleau appuie pas assez fort et pince pas assez fort les tiges. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à se débarrasser des raigras avant semis, parce que pour l'instant c'est pas des raigras résistants vu que je ne résiste pas contre. S'il y a du raigras, ben, je broie un coup, je laisse et ça fait un dérobé pour le printemps d'après. Donc certains qui me disent ouais au vu de tes raigras résistants, non c'est pas des raigras résistants, c'est moi qui ai délibérément pris la décision de les laisser. Ça fait un couvert pas cher et derrière ça fait une récolte pas chère où on a juste à fertiliser, faucher et c'est bon. Donc à ceux qui disaient ou ceux qui pensent que c'est des raigras résistants, non c'est pas des raigras résistants puisque je ne résiste pas contre, j'essaye de travailler avec tant bien que possible. Mais à terme il va quand même falloir trouver une solution pour les éliminer au moment du semis sans désherbage, et ça va être le principal enjeu des années futures, mais ça va être surtout mon enjeu personnel de l'année prochaine. Donc là on voit il n'y a pas de couvert et le maïs nickel, pas d'attaque de limaces. Dès qu'on se met un peu plus par là, est-ce que en bout du champ c'est aussi parce que le couvert croise et donc il n'a pas coupé ou que la graine a été mal positionnée, ou là aussi on voit là c'est la réunion des passages de semoir, mais même on le voit là ici il y a beaucoup moins de pieds et pourtant je suis dans le sens du... Après on a un super paille. Ah ben non mais il est là aussi. Non, ils ont l'air d'être à peu près tous là dans le bout. C'est ça aussi qui est étonnant, c'est qu'on a tendance à penser que les limaces viennent de la haie ou qu'elles sont dans les zones humides, et cette année c'est bizarre. Des fois il y a des zones sèches caillouteuses où vous avez une grosse attaque de limaces, vous vous dites mais qu'est-ce que foutent là les limaces? D'où mon interrogation de la vidéo qui va sortir ou qui est déjà sortie sur est-ce qu'on nous vend des semences qui attirent les limaces, parce qu'au bout d'un moment en fait ça va bien de payer des semences 100 € la dose pour se les faire entièrement bouffer par les limaces quoi, et pour être, si on veut garder la culture, qu'on soit obligé de consommer de l'anti-limace par quantité industrielle quoi. Il y a mon soja que j'avais semé très clair qui est élevé. Est-ce que c'est plutôt réussi ou c'est plutôt loupé? Est-ce que c'est encore trop tôt aussi pour se prononcer là-dessus? On en a un, c'est peut-être un peu trop tôt. Putain c'est froid. C'est froid et humide, pourtant nous on est en train de crever de chaud, mais avec le paillage de raigras. Le champ, j'ai un peu fait un magouillage cette année. C'est que ce champ-là, en fait, c'est le champ du réel pour ceux qui me suivent sur Instagram, où en fait je sème dans du raigras et le glypho commençait à faire effet, et donc c'était un peu compliqué pour positionner la graine. Je vous l'accorde, ça oui. Mais c'est une partie du champ, je l'avais semé en soja. On voit que le soja il est là. Bon, c'était la fin de semence, alors j'ai semé très clair pour essayer d'en mettre le maximum possible dans une grosse partie du champ, mais en gros le soja il est là quoi. Il est là. Après il se met très clair que j'ai mis tous les... Ça, moi j'avais réglé pour que ce soit tous les 5 cm. Donc quand le raigras était bien dans le bon sens, on voit que ça a quand même pas mal tranché le raigras quand même. On voit que le glypho a fait un bel effet, c'est tout cramé. Ça fait partie des champs où les glyphos ont le mieux réussi parce qu'il a fait bien chaud après. C'est ça qui a aussi été compliqué, je disais, avec les désherbants cette année, c'est qu'on n'a jamais eu les minimums de 48 heures de beau et chaud après désherbage. Le glypho, il faut qu'il soit fait. La règle que je retiens cette année pour faire le glypho, c'est 48 heures autour du semis, donc 48 heures avant, grand maximum, mais le mieux c'est 24 heures après. Sauf que si vous le faites 24 heures après, il faut que vous soyez sûr d'avoir 48 heures de beau derrière, sinon ça va louper. Et derrière vous pouvez plus en repasser un coup si jamais le premier a loupé. Le but c'est pas que ça loupe, mais enfin vous comprenez l'idée quoi. Et cette année en fait on n'a jamais eu la fenêtre météo qu'il fallait pour faire le glypho au minimum de dosage possible, pour déjà faire avoir
un maximum de champs où on fait que un glypho et ensuite plus de désherbage sur le maïs. Donc cette année, à ceux qui disaient oui en semi-direct vous faites beaucoup de désherbage, bon cette année par exemple je suis obligé de reconnaître que c'est vrai au vu des conditions, mais je pense que au niveau désherbage ça a été compliqué pour tout le monde cette année, sauf que moi je suis anti travail du sol. Donc, par exemple pour un bio, s'il est un minimum honnête et de bonne foi, il est obligé de reconnaître que lui a été obligé de passer 3-4 coups de bineuse. Déjà à la houe rotative, parce que si vous avez passé je sais pas combien de coups d'outils avant de semer, il aura fallu déjà péter la croûte de battance que vous avez certainement eu. Et dans un second temps, vous devez biner si jamais ça rebat. Et ensuite, vous devez biner, vu toute la flotte qu'on a pris, il faut biner pour supprimer les mauvaises herbes. Donc chez certains, je pense que cette année, ceux qui sont en sol travaillé et en bio, je pense qu'on doit être à 3-4 coups d'outils de désherbage. Niveau rentabilité de culture en culture de printemps, cette année, je pense qu'on est proche de zéro. Voilà, mais j'ai commencé à semer du maïs moi. Et voilà, là, ça fait partie des loupés, quoi. Et on le voit, j'ai pas les graines à l'air libre, elles sont bien dans la terre. Bon, les sillons sont pas rebouchés de manière optimale, mais normalement, avec le paillage, ça devrait finir. On voit que les graines sont pas dessus. Donc, si elles sont pas dessus, elles sont dessous. Et on le voit que cette année, on s'est tout fait bouffer, quoi. Et on voit que sur les variétés population, là-bas, dans le champ d'à côté, j'ai pas ça. J'ai pas de limaces. Après, j'ai beaucoup moins de régras. Et sur la parcelle d'à côté, là, c'était un précédent triticale, précédent lin. Donc, on n'a pas un couvert de régras aussi important que ça, mais quand même, quoi. Donc, à voir si dans les autres parcelles, c'est pareil. Donc voilà, donc là on se retrouve dans le principal loupé de la saison. Après il y aura forcément des champs de maïs au vu des conditions humides extrêmes. Mais bon, moi j'ai réussi à semer 100% de ma surface. En tout cas 100% de ce que j'avais prévu. Et donc là ça fait partie du principal loupé et des grosses questions qu'on se pose avec le tournesol. Comme on voit il y a quelques pieds, mais bon, et pourtant là on a je le vois là-bas on a des rangs. Est-ce que c'est des rangs ou est-ce que c'est la nature qui reprend ses droits et que il y en a encore qui lèvent en plus. Ah bon, quoi, quand ça réussit on fait ça, mais on voit que c'est en train de se faire entièrement bouffer, quoi. Il y en a quelques-uns quand même. Et pourtant ça a l'air de faire partie des zones qui sont assez humides. On voit les rangs, mais c'est assez bizarre. On a des ronds du champ où il y a quelque chose et puis après on a 50 mètres carrés où il n'y a rien, il n'y a pas un pied. Donc là ça fait partie. Donc là il y a un bout où il y a plein de pieds. Donc ça va être à ressemer parce que c'est loupé. On peut le dire, c'est complètement loupé, complètement foiré, nul. Donc ça, il y a de grandes chances pour qu'on le ressème en sarrasin, ça. Et à voir si on arrive à temps à trouver une variété population ou de la semence de tournesol assez précoce pour la semer dans les deux autres petites parcelles que celle-là c'est bon, mais qui sont elles là-bas très humides et de petite taille, donc voilà. Mais pour avoir pour les années futures, réessayer, pourquoi pas l'année prochaine, de refaire du tournesol, mais en variété population, pour le tournesol, arrêter la variété achetée, quoi. Je pense que c'est ça aussi en grande partie qui va se passer en maïs aussi. Grosse remise en question cette année sur les variétés achetées, aux coopératives et en tout cas à la grosse firme de l'agro-industrie, parce que trop gourmand en engrais, parce que question, est-ce qu'on nous vend pas mais ça c'est la question qui reste à répondre, mais malheureusement on pourra jamais. Certains vont dire cite tes sources, fais des recherches, machin, mais les recherches on les aura jamais. Les chercheurs qui voudront porter à terme une recherche sur le sujet, on les aura jamais. Les données, on les aura jamais. Et surtout parce qu'en fait, en agricole, c'est tellement multifactoriel qu'on se pose toujours la question, est-ce que ça vient pas du fait de l'année qu'on a eu des attaques de limaces, des attaques de ravageurs parce que c'était très humide? Est-ce que c'est pas le lot de la variété qui exceptionnellement aurait pas levé? Au vu de la conjoncture actuelle et du peu de rémunération que nous octroie le système et les cours mondiaux en céréales, je pense qu'en tout cas, à partir du moment où vous avez, comme la majorité des départements et régions de France, des potentiels céréales de région d'élevage, je pense qu'on est arrivé à un point où en 2024 c'est même plus la peine d'acheter des semences. Il vaut mieux passer sur revenir à ce que faisaient nos anciens qui au final je pense n'avaient pas tort. En même temps ils avaient que ça, mais des variétés anciennes très rustiques qui ont été sélectionnées depuis des milliers d'années et là on voit où on va, quoi. Ces semences là sont dotées de capacités d'apprentissage, c'est-à-dire que vous vivez une année compliquée, mais par exemple cette année une année très humide et que l'année d'après vous vivez une année très sèche, et bien cette semence là si elle survit, elle aura le génome inscrit dans sa génétique résiste à une condition sèche, propre au terroir, c'est-à-dire avec l'hygrométrie, l'humidité dans l'air, etc. propre au terroir. Et cette variété-là sera bonne que chez vous, mais elle sera surtout bonne chez vous et elle sera adaptée à... Or aujourd'hui, ce qu'on sème, c'est des variétés, déjà ça coûte très cher. Et en plus, c'est des variétés qui sont bien partout, mais spécifiques nulle part. Et en fait, ça marche que si on met des gros intrants, que ce soit anti-limaces pour les cultures de printemps cette année, pour que ce soit les céréales à paille, c'est surtout les fongies et l'azote, et maïs et culture de printemps, il faut mettre gros d'engrais starter pour que ça veuille germer. Donc voilà, quoi.
Voilà, donc l'une des plus grandes parcelles en taille de la ferme. Pour vous montrer ce que ça donne le maïs et aussi pour vous parler du désherbage que je parlais, c'est qu'en fait c'est bien en fait de mettre plein d'options sur le semoir pour que ça rentre mieux, pour qu'on ait un meilleur appui, etc. Sauf qu'en fait si vous vous coordonnez pas avec le désherbage, le but c'est de vous montrer là, ça marche pas. Donc là on a une zone du champ, on descendra après dans le champ, mais en gros là on a une zone de entre 30 et 500 arts pour vous montrer oui que en fait si le glypho est fait trop longtemps avant le semis et que dans votre couvert il y a des graminées, notamment régras, mais ça vaut aussi pour si dans votre couvert vous avez mis l'avoine, je sais pas, mais triticale ou seigle. En fait, une fois que le glypho, le désherbant avant, agit sur votre graminée, la graminée elle coupe pas, peu importe la pression que vous avez au sol sur votre semoir. Et en fait, dans le sillon, en fait, ça fait effet sandwich, c'est-à-dire que le sillon se remplit de paille de graminée et derrière la graine se retrouve dessus. Donc c'est ce qui s'est passé là. Et on le voit là, on a un gros rond, on a des erreurs de levée et c'est les problèmes qu'on a eu cette année. Donc sur cette parcelle là, ça a été désherbé trop tôt. Heureusement, la majorité, il y avait peu ou pas de couvert, donc il n'y a pas eu d'incidence, mais surtout dans cette zone-là en haut où il y avait beaucoup de régras, donc régras, vulpin, pâturin, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça des régras. En gros, les graminées du couvert naturel, disons ça comme ça. Et donc en fait, là, il manque, dans cette zone-là, il manque tous les pieds. Là où il y a le moins de couvert, on le voit, la graine a pu être positionnée correctement, donc là, on a les maïs, c'est bon. Et dès qu'on n'a plus de graminées, est-ce que aussi il y a les dégâts de limaces qui se rajoutent vu qu'on a du couvert de graminées? Et je pense que c'est surtout du fait que, en tout cas dans ce cas-là précis, j'ai pas réussi à positionner les graines comme il aurait fallu, parce que j'avais beaucoup de graminées qui avaient pris un coup de glypho et donc qui commençaient à pencher la tête. Et donc une fois qu'elle est stressée, la tige se raidit et elle ne coupe plus. Vous pouvez avoir un élément de semoir qui a 300 kg de pression par élément. Vous allez faire un sandwich avec la terre, vous allez foutre tous les débris végétaux et la graine se retrouvera quand même dessus. Et donc on va avancer plus loin dans le champ et on va voir que par contre une fois qu'on a passé le rond là, ce rond là où il y a du régras, on va voir que les graines sont d'ailleurs on le voit là, positionnées comme il faut, que ça a démarré comme il faut. On a tous les pieds et au final je pensais pas, mais le sarrasin en fait finalement a fait un super couvert en fait. Dès qu'on passe ce rond de graminées et qu'on passe dans l'ancien couvert où le sarrasin s'était bien développé, bon là il a pris même les repousses ont pris le coup de rattrapage de désherbage sur la tronche, donc là vu la chaleur qu'il fait maintenant ça va être bon. Mais sinon voilà, on voit ça donne, c'est ça dans tout le reste du champ. Je sais pas si on voit bien, mais après c'est compliqué vu que quand vous semez il n'y a rien, le temps que ça pousse, vous laissez le maïs se faire un peu, donc voilà, et derrière le temps que vous fassiez le rattrapage, vous avez des mauvaises herbes qui sont aussi hauts que le maïs. Donc ça peut paraître impressionnant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir des maïs en semi-direct. J'ai beaucoup de témoignages qui me disent attends, mais ça va pas faire concurrence là ce que tu fais. Mais en fait on voit bien que non, on voit bien que le maïs se porte très bien, qu'il est régulier partout. Après oui, c'est vrai que ça fait tort quand on voit un pied de rumex qui n'a pas été couché par endroit, une touffe de régras par-ci, d'autres mauvaises herbes par-ci, par-là. Là on voit du sarrasin un peu à travers qui repousse parce que vu qu'on l'a pas moissonné, il a grainé, donc ce qui a grainé repousse. Et donc voilà quoi, voilà ce que ça donne. Plus l'autre champ qui est là-bas, on voit qu'il est ouvert là-bas, donc de loin. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc c'est une fin de vidéo. J'ai essayé d'être le plus objectif possible sur ce qui avait loupé cette année, sur ce qui avait marché, mes observations, de voir une belle parcelle de maïs à 100 000 pieds hectares semée à 37,5 en semi-direct, comme ça vous aura plu. Donc affaire à suivre pour ça et n'hésitez pas à, encore une fois, liker, partager, commenter et surtout à vous abonner. À la prochaine tout le monde.